Nous allons vous faire une intervention donc à deux voix sur le thème filles-garçons en maths, au-delà des idées reçues. Alors des idées reçues sur les filles et les maths, les femmes et les maths, il y en a vraiment beaucoup. Nous avions sélectionné 5 thématiques qui sont l'objet d'idées reçues, mais en échangeant là tout à l'heure, on s'est dit même que éclairer 5 thématiques, c'était peut-être beaucoup pour la demi-heure que nous allons passer ensemble, d'autant plus que nous voulons aussi que vous ayez du temps pour vous exprimer. Donc, parmi les 5 thématiques que nous avions recensées, peut-être qu'on va en choisir 3 ensemble, à savoir donc dans l'histoire, on entend des fois dire que l'histoire prouve que les mathématiques, c'est une affaire d'hommes. On entend aussi dire que les chiffres prouvent que les filles ne sont pas bonnes en maths, ou bien les différences d'orientation entre les filles et les garçons montrent que les filles sont surtout littéraires et n'aiment pas beaucoup les maths. Les études de mathématiques, les filles trouvent ça trop compliqué. Et puis enfin, les métiers des mathématiques, ce sont des métiers où les femmes trouvent difficilement leur place, surtout quand elles sont mères, parce que ça ne laisse pas le temps d'avoir une vie de famille. Alors, ça fait beaucoup de thématiques, vous voyez. 3 parmi celles-là, quelles sont celles qui vous inspirent le plus? L'histoire, les performances, l'orientation, les études, les métiers. Alors, les métiers, l'orientation, l'histoire. Ah, et les performances en plus. Eh bien, on en échangera peut-être s'il nous reste du temps. Hein, on fait comme ça? L'histoire, si on regarde nos manuels scolaires, on est tenté de dire qu'effectivement, l'histoire prouve bien que les mathématiques sont une affaire de femmes. Peu d'images sur la photo. J'ai regardé les expositions aussi à l'entrée. Peu d'images aussi sur les photos. Si on vous demandait de nommer des mathématiciennes qui ont marqué l'histoire, je ne suis pas certaine qu'il y en ait beaucoup d'entre vous à connaître Maria Gaetana Agnesi ou bien Sophie Germain, Émilie du Châtelet, Sofia Kovalevskaya. Qui connaît? On a la crème parmi nous aujourd'hui. Donc effectivement, en tout cas, ces femmes mathématiciennes sont peu connues. Et dans nos manuels scolaires, il y a des études sur les manuels scolaires, en particulier les manuels de mathématiques, avec par exemple le centre Hubertine Auclair, le centre francilien, qui a fait des études des ouvrages de mathématiques, qui ont vérifié qu'effectivement les mathématiciennes sont peu nommées dans nos ouvrages. Et pourtant, il y a parfois des opportunités ratées de le faire. Par exemple, si on regarde un manuel là, de terminale qui souligne que Voltaire a diffusé la pensée de Newton, il y avait là l'opportunité de parler d'Émilie du Châtelet, femme de lettres, mathématicienne et physicienne, qui a traduit en français les Principia Mathematica de Newton, par exemple. Donc une opportunité ratée de faire connaître cette femme qui a contribué aussi aux mathématiques. L'argument de l'histoire, mais l'argument aussi des études. L'idée qu'effectivement, c'est normal, puisque les filles n'ont pas pu apprendre les mathématiques à l'école. Alors c'est vrai, l'enseignement secondaire s'est ouvert beaucoup plus tardivement aux filles qu'aux garçons. 1882, la loi Camisset. Et Camisset, on a retenu son nom comme étant quelqu'un de favorable à l'enseignement des filles, puisqu'il a sa loi, justement la loi qui est nommée à son nom, qui ouvre l'enseignement secondaire féminin. Mais la loi Camisset ouvre les études pour des filles avec un enseignement en mathématiques allégé. Et d'ailleurs, Camisset disait « Les jeunes filles n'entreront ni à Brest, ni à Saint-Cyr, ni à l'école polytechnique. Elles ne serviront ni dans le génie, ni dans l'artillerie, ni dans les ponts et chaussées, ni dans les mines. Que feront-elles de ces règles compliquées d'arithmétique, de cette géométrie et plane et dans l'espace, de cette algèbre ?» Alors effectivement, même quand l'enseignement secondaire s'ouvre aux filles, ça n'est pas avec la même, la même ambition que pour les garçons. Donc le poids de l'histoire, en effet, est une réalité
au niveau de l'enseignement secondaire, un accès tardif des filles, mais cependant, des femmes existent qui ont contribué aux mathématiques dans un contexte particulièrement défavorable, et elles sont, je dirais, donc d'autant plus méritantes, et l'histoire ne les a pas retenues. Mais ce n'est pas que le cas des mathématiques. On reconnaît des qualités littéraires aux filles, et malgré tout, dans nos programmes scolaires, peu de femmes sont des auteurs ou autrices qui méritent qu'on les étudie. C'est vrai aussi en lettres, en littérature. Donc, des femmes remarquables dans tous les domaines ont un manque de visibilité évident dans nos programmes. Ce n'est pas que en mathématiques. Et enfin, donc, cette question de l'enseignement dans le secondaire et du programme allégé pour les filles, autant de faits qui légitiment quand même le poids de l'histoire dans comment dire, la sous-représentation aussi des filles en mathématiques. Des réflexions, des commentaires personnels? Oui. Déjà à l'époque, je crois que c'est Sophie Germain qui, pour percer, pour faire diffuser ses premières publications, avait publié déjà sous un nom d'homme aussi. Déjà à l'époque, c'était difficile quand on était une fille. Tout à fait. Tout à fait. Plusieurs femmes, effectivement, ont dû publier sous des noms d'hommes pour pouvoir exister en tant que scientifiques, mais aussi en tant qu'artistes, d'ailleurs. Hein. Oui. D'autres remarques, commentaires? Mais ceci dit, il faut vraiment quand même retenir qu'il y en a malgré tout des mathématiciennes dans l'histoire. Et si on a une intention pédagogique dans nos manuels d'intéresser filles et garçons et de valoriser justement ces pionnières qui ont investi les mathématiques dans un contexte hostile, eh bien, on peut faire le choix, justement, dans les manuels, de les rendre visibles. Ça me paraît important. On va passer aux problématiques d'orientation. Alors, hop. Oh, ça ne marche pas. Et puis on va le faire à la main. Alors, les choix d'orientation, est-ce que vous auriez des stéréotypes, des idées reçues que vous associeriez à cette question des choix d'orientation des filles et des garçons? Oui? Assez clairement, les filles s'orientent vers des études littéraires ou médecine et pas trop les sciences, voire pas du tout. Et elles s'inhibent elles-mêmes, même quand elles réussissent, elles se disent que ouais, d'accord, mais elles seraient mieux ailleurs. Typiquement, ce matin, on a vu un documentaire qui parlait des mathématiques, pourquoi j'ai détesté les maths, et je me faisais la réflexion, j'ai oublié de le dire parce qu'il y a eu d'autres remarques. Il n'y avait pas de femmes, ou très peu de femmes représentées, très peu de femmes avaient la parole, à part une psychologue, voilà, et une autre dame, une mathématicienne seulement. Je suppose qu'elle n'était pas seule à avoir le mérite d'être mathématicienne et de faire une recherche intéressante. Tout à fait. Voilà, digne d'être écoutée, mais même dans les étudiants proposés, il y avait énormément de garçons et très peu de filles. Alors effectivement, donc souvent l'idée reçue, le stéréotype qu'on entend, c'est que les filles sont littéraires, voilà, et les garçons sont plutôt scientifiques. Donc vous avez en image cette campagne de l'éducation nationale un peu malheureuse il y a quelques années pour encourager au métier d'enseignant. Alors effectivement, si on regarde des résultats d'études, alors c'est écrit très petit, hein, c'est pas très grave. Ici, c'est une enquête qui s'appelle Rose Relevance of Science Education, qui est menée par la Norvège sur un certain nombre de pays. Et donc, c'est auprès de jeunes de 15 ans, on leur a posé un certain nombre de questions. Ils doivent dire s'ils sont d'accord, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ou pas d'accord, etc. Donc là, on présente le nombre de jeunes, le pourcentage de filles et de garçons qui sont d'accord avec l'affirmation j'aimerais devenir scientifique. Et donc on voit effectivement, donc, peu importe les noms des pays, vous voyez qu'il y a plus de points bleus vers la droite et les points rouges pour les filles sont plus à gauche. Donc on voit qu'il y a effectivement des différences
un petit peu entre filles et garçons de ce point de vue-là. Et on voit aussi des différences assez fortes selon les pays. C'est intéressant de remarquer que dans les pays du haut, qui sont les pays les moins développés, c'est là qu'on a le plus de vocation, on va dire, d'ambition d'être scientifique, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et cependant, quand on regarde en réalité les orientations, les choix d'orientation que font les filles et les garçons, donc ça c'est un graphique qui représente les orientations donc, en terminale des séries générales et technologiques pour l'Académie de Rennes, vous voyez que malgré tout, le premier choix des filles, c'est la filière S. Hein, c'est le choix aussi bien des filles que des garçons d'ailleurs, mais la filière S attire quand même beaucoup de filles et ça reste, c'est la filière la plus choisie et c'est la filière, parmi les 3 filières générales, c'est la plus mixte, celle où on est le plus proche de la parité. On dit souvent que les filles sont littéraires. Effectivement, dans la filière L, on a beaucoup de filles, mais cela dit, elles sont quand même, c'est une filière où on a des très petits effectifs, donc il faut, si on compare les différentes filières, on voit qu'on a quand même plus de filles en filière S qu'en filière L. Donc il faut faire un peu attention avec les pourcentages quelquefois. Alors ça, c'était pour le lycée. Après, effectivement, si on regarde après le bac, après un bac S, donc ici toujours sur l'Académie de Rennes, on voit que les orientations sont un peu différenciées entre les filles et les garçons. En particulier, on peut remarquer que les filles vont moins en IUT et en classe préparatoire aux grandes écoles. Et par contre, comme c'était souligné tout à l'heure, elles vont plus en PACES. Donc PACES, c'est la première année d'études de santé, hein, donc médecine ou autres études de santé. Voilà, donc en conclusion, c'est la série S est quand même la série la plus mixte des séries générales. Les choix d'orientation des filles et des garçons diffèrent effectivement après le bac S. Les filles sont moins nombreuses que les garçons à affirmer qu'elles voudraient être scientifiques. Après, on peut se poser la question de ce qu'elles ont comme représentation derrière ce mot scientifique. Et en particulier, on parlait du PACES tout à l'heure et des études de médecine. C'est quand même une filière qu'on peut considérer comme scientifique. Mais je ne suis pas sûre que les filles qui envisagent d'être médecins aient répondu qu'elles sont d'accord avec la question « je voudrais être scientifique ». On peut peut-être se poser la question. Voilà, souvent les filles sont plus intéressées par l'humain, le vivant, et les garçons par la matière, l'abstraction. Mais encore une fois, il faut se méfier des affirmations comme ça qui sont trop générales et regarder les individus qui peuvent avoir bien sûr des choix qui leur sont propres. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça ? Oui, alors je n'ai pas les chiffres exacts là en tête, mais effectivement, on a les données qui sont régulièrement d'ailleurs actualisées. Concernant la part des femmes, dans l'enseignement secondaire, je vais vous dire à la louche, on a à peu près 60% de femmes professeurs dans le secondaire. Hein. Ce qui est intéressant de regarder au niveau des statistiques d'ailleurs, c'est que plus les enfants sont grands, moins il y a de femmes. Hein. En gros, on a 80% de femmes dans le premier degré, 60% dans le second degré, et puis maître ou maîtresse de conférence environ 40%, et professeur d'université autour de 18%. Et puis après, si on s'intéresse aux disciplines, alors là, il y a en effet les disciplines lettres, langues, il y a plus de femmes. Mathématiques, je ne sais pas les chiffres en tête, mais c'est autour de 50%, c'est pas loin de 50%, parce qu'en fait, lorsqu'elles étudient les mathématiques, les femmes vont plus aller vers les métiers de l'enseignement que les hommes. Hein. Donc on est autour de la parité dans les professeurs de mathématiques. Finalement, je crois que une des disciplines la moins mixte, c'est la philosophie au lycée. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi à creuser parce que les enseignants sont aussi une façon de donner des modèles dans leur discipline aux élèves, et ça s'entend aussi du côté de la filière littéraire. Les garçons qui ont des hommes profs de lettres, ils sont sensibles aussi dans leur capacité à se projeter dans des études littéraires. On va avancer sur notre troisième thème, donc les métiers. Est-ce que ça marche cette fois? Non, ça ne veut pas marcher mon clic là. Pardon. On va y arriver.
Voilà, les métiers des mathématiques, tu reprends la parole? Oui, alors les métiers des mathématiques, bien souvent, les élèves, mais peut-être les adultes aussi, se demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec les maths à part être prof de maths. Ça, c'est une idée quand même que filles comme garçons voient comme possible, puisque c'est un métier qui est à côté d'eux et dont ils voient donc des représentants. Mais qu'est-ce qu'on fait comme métier avec les mathématiques? Est-ce des métiers, en effet, très austères, où on passe son temps devant un ordinateur, un métier de l'abstraction et un métier éloigné de la vie? J'imagine que vous avez déjà vous-même des idées là-dessus. En plus, on a vu le film aussi pour certains, peut-être, certaines tout à l'heure, pourquoi j'ai détesté les mathématiques à l'Arvor. Donc on a eu là aussi des éclairages sur les métiers des mathématiques. Qu'est-ce que vous diriez vous-même des métiers des mathématiques? Comment vous les qualifieriez? C'est vraiment cette idée reçue du métier austère, dans l'abstraction, de l'ordinateur, éloigné du vivant. Si on reprend les stéréotypes de ce qui sépare les goûts des filles et des garçons, les centres d'intérêt des filles et des garçons, effectivement, traditionnellement, les filles déclarent un intérêt pour tout ce qui a à voir avec le vivant, le relationnel, et les garçons déclarent un intérêt pour ce qui est l'abstraction et puis la matière, qu'on retrouve d'ailleurs aussi où ils sont présents dans les différentes spécialités de l'université. Alors, c'est donc si éloigné que ça de la vie, les mathématiques. La question de concilier sa vie et son activité professionnelle, c'est une question qui concerne les femmes et les hommes. Les hommes aussi sont pères, et les hommes aussi, c'est heureux, sont de plus en plus nombreux à avoir envie d'être autre chose que celui que les sociologues appellent Monsieur Gagne-Pain, qui va gagner les sous du ménage et puis qui ne voit pas ses enfants grandir. Donc les hommes, comme les femmes, doivent en effet garder du temps pour autre chose que pour l'activité professionnelle. Et malheureusement, il y a certains métiers qui sont chronophages. Ce n'est pas une spécificité des métiers des mathématiques. Si on pense aux métiers de la santé, au métier d'infirmière, par exemple. Je dis infirmière volontairement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces métiers-là. Ce sont des métiers où les horaires ne sont pas forcément non plus les plus adaptés à une vie de famille. Donc, les femmes sont présentes sur des métiers où cette articulation qui est soi-disant essentielle pour elles n'est pas non plus garantie, et ça n'empêche pas d'exercer le métier. Donc, je ne pense pas que le frein soit vraiment celui-là. On peut dire aussi, et je crois que peut-être tu vas le... Vas-y. Oui. J'allais dire que lorsqu'on a un métier à responsabilité, on a aussi parfois plus de liberté dans l'organisation, la gestion de son temps de travail, avec des choses que l'on peut faire à la maison, et puis aussi la possibilité de déléguer certaines tâches. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de métiers. Sur certaines horaires, eh bien, on fait aussi garder ses enfants dans beaucoup de métiers. Donc, il n'y a pas une spécificité des métiers des mathématiques par rapport à ça. Voilà, tout à fait. Moi, je vais dans le même sens. Donc, je suis mathématicienne, donc enseignante-chercheuse. Et c'est vrai que c'est un métier où on a même beaucoup de souplesse dans la gestion de son temps. Et donc, ça permet de... Bien sûr, il y a du travail, mais voilà, on a beaucoup de souplesse. On peut le gérer de façon à concilier avec une vie de famille. Et ce n'est pas plus difficile que dans d'autres métiers. Il y avait la question des performances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que les garçons ont la bosse des maths et les filles, il faut qu'elles bossent parce que c'est plus difficile pour elles? Voilà, on entend souvent les filles sont moins douées que les garçons pour les maths. Vous voyez ce petit dessin où quand un garçon écrit une bêtise, on va dire au tableau, on lui dit « Oh, t'es nul en maths ». Mais si c'est une fille, on va tout de suite généraliser et dire « Oh, les filles, c'est nul en maths ». Alors, en réalité, il faut nuancer un petit peu cette affirmation. Quand on regarde les résultats en fin de CM2 et en fin de collège, on voit que autant il y a un écart qui se creuse en français entre les filles et les garçons au bénéfice des filles, autant en sciences, c'est pas très clair. En fin de CM2, les garçons ont des résultats un petit peu meilleurs, mais en fin de collège, c'est les filles qui sont passées devant.
Si on regarde les résultats de l'étude PISA, donc ça c'est l'étude de 2012. Alors PISA, c'est une étude qui est faite auprès de jeunes de 15 ans dans tous les pays de l'OCDE. Donc vous avez la liste des pays qui est sans doute illisible pour vous. Si vous voulez avoir une idée, la France est ici, donc avec des résultats qui sont donc dans la partie qui est indiquée niveau 3. Et puis les petits points verts correspondent aux résultats moyens des garçons et les petits points orange correspondent aux résultats moyens des filles. Donc effectivement, on remarque que dans la plupart de ces pays, les filles ont des résultats moyens un peu inférieurs à ceux des garçons sur cette étude PISA. Mais ce n'est pas le cas tout à fait partout. Et il y a des pays où l'écart n'est pas significatif. Et puis, il faut noter aussi qu'il y a surtout beaucoup plus de différences d'un pays à l'autre, hein, puisqu'on a des résultats très, très variés selon les pays, qu'entre filles et garçons. On peut noter aussi, je ne vous ai pas mis le graphe, mais que les écarts de performance en ce qu'on appelle littératie, c'est-à-dire compréhension de l'écrit, sont beaucoup plus forts selon le genre que les écarts en mathématiques. En faveur des filles. Alors, c'est important aussi de prendre conscience que ces questions de résultats, ce n'est pas forcément à expliquer par des différences intrinsèques, on va dire, de capacité des filles ou des garçons, mais qu'il y a aussi tout un contexte et tout un environnement qui peuvent être liés à ces différences. Alors, je voulais vous parler d'une étude qui a été faite par Pascal Huguet et Isabelle Régnier, psychosociologues, qui porte sur ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Une expérience qu'ils ont réalisée auprès d'élèves de 6e et de 5e, donc qu'ils ont répété dans plusieurs établissements, donc au total sur 454 élèves. Mais ça s'est fait donc par groupe classe. Les classes ont été réparties en deux groupes mixtes, donc à peu près autant de filles que de garçons. Et puis on leur a présenté cette figure, une figure un petit peu complexe. Ils la regardaient pendant 1 minute 30. Ensuite, alors, il n'y avait pas de couleur sur la figure. Je vais vous expliquer après pourquoi ici il y a de la couleur. Ensuite, on leur retire la figure et ils ont 5 minutes pour essayer de la redessiner de mémoire. Voilà. Alors, on a fait ça donc en ayant partagé les classes en 2 groupes. Et à l'un des groupes, on a dit, on va vous faire un exercice de géométrie. Et dans l'autre groupe, en posant exactement le même problème, on leur a dit vous allez faire un exercice de dessin. Voilà, donc c'est juste ce qu'on appelle une différence d'habillage de la tâche. La tâche est la même, mais on ne l'a pas présentée de la même façon. Alors ensuite, cette figure, c'est une figure qui est assez standardisée et qui permet, donc quand les élèves essayent de reproduire la figure, évidemment, ils n'arrivent pas à la reproduire de façon précise parce qu'elle est difficile à mémoriser. Et donc, il y a une façon de noter, de mettre des points. Donc vous voyez, par exemple, s'ils ont tracé le rectangle rouge, ils ont un point. S'ils ont tracé le triangle bleu, ils ont un point, etc. Donc les couleurs n'apparaissaient pas au départ, mais c'est pour expliquer un petit peu la façon dont c'est noté. Et au total, c'est noté du coup sur 44 points. Alors, voilà les résultats. Donc, en passation collective, donc, à gauche, vous voyez, lorsque l'exercice est présenté comme un test de géométrie, les filles ont en moyenne 21 points, 21 sur 44, et les garçons, 23,5. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, un peu une meilleure performance des garçons que des filles sur cet exercice présenté comme un test de géométrie. Par contre, à droite, si on présente exactement le même exercice comme un test de dessin, on va voir que les filles vont avoir des performances bien supérieures, donc 25, un peu plus de 25, et par contre les performances des garçons baissent. Voilà. Alors ça peut paraître surprenant, mais il faut savoir que cette expérience a été refaite dans répétée un grand nombre de fois, suffisamment pour que ça soit réellement significatif. Il y a eu pas mal de variantes pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène se produit. Et donc l'interprétation qui en est donnée par les chercheurs, c'est qu'effectivement les filles, à cause du préjugé selon lesquels elles ne sont pas douées pour les mathématiques, si vous leur présentez l'exercice comme un exercice de géométrie, elles vont avoir une partie de leur attention qui est mobilisée sur la gestion du stress et de l'angoisse liée au stéréotype lui-même. C'est des mathématiques, je ne sais pas faire, ça va être difficile. Et donc, elles sont moins efficaces pour la résolution du problème. Alors que si vous le présentez comme un exercice de dessin, leur attention n'est pas mobilisée par la gestion de ce stéréotype et elles réussissent mieux. Voilà. Donc juste en conclusion rapide,
alors on ne l'a pas montré de graphe, mais c'est important aussi de noter, on parle souvent des écarts entre filles et garçons. En réalité, ces écarts, selon le sexe, sont très inférieurs à ceux qu'on peut observer selon l'origine sociale des élèves. Donc il faut ramener les choses à leur juste mesure. Les écarts, comme on l'a vu, dépendent des pays et ils tendent à se réduire au fil des ans. Donc ça disons, laisse peu de poids aux personnes qui assurent qu'il y a des différences biologiques de cerveau, etc. Ça n'évoluerait probablement pas aussi vite dans ce cas-là. Les écarts peuvent refléter autre chose que des écarts de compétences, donc il y a tout l'effet de l'environnement. Et puis ce qui est important aussi, c'est de savoir que voilà, les compétences en mathématiques comme dans d'autres domaines ne sont pas innées, elles se construisent au fil de l'engagement dans les activités, de l'entraînement, etc. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir rapidement? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. 1 minute si vous avez encore une question. La question qu'on se pose du coup quand c'est comme ça, c'est se dire mais comment va-t-on élever nos enfants pour que les filles n'aient pas cette inhibition, pour qu'elles puissent finalement évoluer librement suivant leurs appétits et leurs envies. Parce que là, visiblement, il y a un frein important lié à la société. Je crois que vous avez touché une vraie question. L'éducation a certainement un rôle très important. Donc, je pense que si vous êtes convaincu que vos enfants, filles et garçons, ont les mêmes compétences, il faut leur transmettre ça. Je crois que c'est le plus important. Barbara voulait aussi réagir. Barbara ? Je crois qu'on va être obligé de s'arrêter. Merci en tout cas de votre présence et de votre attention.